Vous avez déjà fait connaissance pour la plupart hier avec Julia Deck, qui est à ma droite. Et voici donc Yves Ravet à ma gauche. Ils guerroient tous les deux sous les mêmes couleurs, ou ils naviguent sous la même étoile, donc chez Minuit. Donc vous avez ici la pile des ouvrages de Julia Deck, qui a encore beaucoup de travail devant elle, et celle d'Yves Ravet, sachant qu'il y a 2 livres qui ne sont pas publiés chez Minuit, donc j'ai pas ajouté. Voilà. Donc, ça fait déjà un point commun, évidemment. Et puis, vous venez de publier tous les deux, justement, chez Minuit, un ouvrage qui est assez atypique et en même temps un peu piquant, atypique et piquant. Il me semble donc qu'il y a des points communs, en particulier, bon, même les titres, hein, le triangle d'hiver, quelque part, ça pourrait presque convenir à Sans état d'âme, puisqu'il y a effectivement des effets de triangle et une atmosphère un peu glaciale qui va se dégager du roman d'Yves Ravet. Et Sans état d'âme, d'une certaine manière, ça pourrait par moments correspondre aussi à l'héroïne, donc multiplement nommée, du triangle d'hiver. D'autant que donc, le triangle d'hiver, bien nommé, est vraiment sous le signe de cette saison. On commence donc en décembre, on va jusqu'en février, et même l'épilogue, en quelque sorte, est daté février à décembre. Donc finalement, tout ce qui est printemps, été, est un peu passé sous silence, comme si la demoiselle était en hibernation à ce moment-là. Gu, donc le narrateur de Sans état d'âme, comme Bérénice Beau-Rivage, sont d'abord des personnages cinématographiques. Donc c'est par là que je voulais déjà commencer, parce que le sujet de la table ronde, c'était la fiction aussi. Et quelque part, on a un peu affaire à des fictions au carré, pour parler en langage mathématique. Hein, fiction, puissance, fiction. Donc puissance de la fiction multipliée encore. En fait, dans le cas de Julia Deck, c'est vraiment ostensible. Hein, il est question plusieurs fois donc, de ces noms de personnages empruntés donc, à un film de Rohmer qui s'appelle L'Arbre, le maire et la médiathèque. Dans le cas d'Yves Ravet, c'est un peu plus cryptique, mais Gu est le nom d'un personnage de polar, d'abord donc, chez Giovanni, et ensuite très bien adapté par Melville, donc sous le titre Le deuxième souffle. Donc on va déjà un petit peu partir dans cette direction. Donc le personnage central du triangle d'hiver possède une ressemblance physique très forte avec Ariel Dombasle. Je me demandais d'ailleurs, quand vous disiez hier que certains la trouvaient antipathique, si ce n'était pas un peu lié à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec Ariel Dombasle, donc peut-être que ça a joué, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a plutôt des qualités d'actrice que des qualités de romancière. C'est-à-dire qu'elle ressemble finalement plus à l'actrice Ariel Dombasle qu'au personnage de Bérénice Beau-Rivage, qui elle est romancière. Elle essaie d'écrire, mais ça ne marche pas trop bien. Par contre, elle a l'air d'avoir tout un répertoire à sa disposition pour jouer finalement avec les autres et avec le monde. Donc, en tant que, est-ce que la référence cinématographique est importante pour le personnage? Est-ce que vous l'avez créé aussi en pensant au cinéma? À vrai dire, c'est venu plutôt vers la fin, parce que, comme je disais dans la rencontre d'hier, ce qui était primordial dans la construction du livre, c'était en vérité les lieux. Je voulais situer le livre dans des ports industriels, faire un tour du Havre à Saint-Nazaire, à Marseille, pour retourner au Havre. Et il me fallait un fil, donc il fallait que mes personnages aient une raison de se rendre d'un point à l'autre. Donc en vérité, le personnage féminin suit le personnage masculin qui est ingénieur naval. Donc là, j'avais mon fil romanesque, mais l'identité, ou en tout cas l'identité apparente, puisque c'est une identité d'emprunt, n'est venue qu'à la fin, quand j'ai revu ce film de Rohmer, donc, qui s'appelle L'Arbre, le maire et la médiathèque, où Ariel Dombasle interprète en effet une romancière mondaine absolument insupportable. Alors qu'on aime Ariel Dombasle ou pas, c'est vrai que oui, le personnage... Oui, mais en même... Bon... Après, les appréciations sont personnelles, mais c'est un personnage qui a tous les attributs de la romancière, hormis le fait qu'on ne la voit jamais écrire. Visiblement, elle est beaucoup trop occupée dans des mondanités pour se mettre jamais toute seule devant une table.
Donc, comme souvent chez Rohmer, elle a des tas de discussions, on pourrait dire, existentialistes, avec toutes sortes de gens dans une position sociale enviable. Et heureusement que souvent dans le film, il y a des petits cartons qui annoncent les différents chapitres, et il est précisé qu'elle est romancière, parce que sinon, en effet, on n'aurait pas les moyens de le deviner. Et je me suis dit, ben voilà, quel parfait personnage de romancière caricaturale, mais en même temps, je voyais pas ça du point de vue de la moquerie. Il y a quelque chose de séduisant, voilà, dans cette image de. Enfin, moi-même, avant d'écrire, mais ayant envie d'écrire, je fantasmais beaucoup sur la figure de l'écrivain qui est de fait, voilà, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut imaginer quand on essaye de s'y mettre. Et oui, pour revenir juste sur Ariel Dombal, peut-être qu'en effet, ce personnage, il fait un peu grincer des dents, je pense. C'est pas un personnage sympathique. J'ai pas d'ailleurs de grande passion pour les personnages sympathiques et nécessairement pleins d'humanité et de bons sentiments, voilà. Peut-être que Ariel Dombal, elle est un peu caricaturale dans ce genre-là, mais en même temps, ce qui m'intéresse toujours chez elle, bon, en particulier chez Rohmer, parce qu'elle n'a pas fait que des très bons films, c'est qu'il y a toujours cette distance, c'est-à-dire qu'elle joue le personnage, mais en même temps, elle joue l'actrice jouant le personnage. On est toujours conscient il y a cette espèce de distance. Enfin voilà, on n'est pas dupe de la fiction. Elle est en même temps dans une espèce de mise en abîme de son propre personnage, et j'ose espérer que c'est quand même assez conscient, que c'est une espèce de narcissisme étudié et mis en abîme, voilà. Donc moi j'aime bien Ariel Dombal, mais je conçois que je suis peut-être la seule, en fait. Non, je pense que Rohmer donne des instructions dans ce sens-là aussi, de la distanciation. Après, pour les Gioniens qui l'ont vu jouer dans Les âmes fortes, c'est un peu plus dur, mais bon. Sinon, je vais encore vous renvoyer à Madame Bovary. Je suis désolée, on vous persécute avec Madame Bovary. Non, mais je l'ai lu, alors ça va. En vous écoutant hier, bon, on reparlera pas d'Emma, parce que là, on ne sera pas d'accord non plus, mais c'est pas grave. C'est par rapport justement à une nouvelle que j'étudie en ce moment avec les Master 2 métiers de l'écriture, qui s'appelle Madame Bovary, et qui est une nouvelle québécoise donc de Monique Proulx, où en fait on voit une femme qui a vraiment l'éthos de l'écrivain et de la passionnée de lecture, mais qui ne lit pas. Donc on a aussi, mais elle est à la fois ridicule et extrêmement touchante et bouleversante. Donc ça fait vraiment écho à votre personnage de ce point de vue-là. Et sinon, le regard de Méduse, qui renvoie, j'imagine, plus à la mythologie qu'au côté gélatineux, donc ça fait partie des armes de Bérénice, jusqu'au moment où l'inspecteur finalement arrive à désamorcer son arme par les sentiments vrais qui émergent. Alors moi, en fait, j'avais pensé à autre chose par rapport au film de Rohmer, mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, parce qu'en fait, le film de Rohmer présente une structure qui est très très particulière. Ça commence par un cours de grammaire donné par l'instituteur, joué par Fabrice Lucchini, et il fait un cours sur les compléments circonstanciels de conditions. Et ça sert en fait ensuite de chapitres. Tous les titres de chapitres commencent par « si ». Donc je ne vais pas tous vous les lire, mais il y a par exemple « si à la veille des élections régionales de mars 92, la majorité présidentielle n'était pas devenue une minorité », si Julien, après sa défaite, ne s'était pas brusquement épris de la romancière Bérénice Beau-Rivage, etc. Or, votre Bérénice Beau-Rivage, après sa, on va dire, demi-nuit avec le steward, quand elle est encore au Havre, joue aussi sur le mode hypothétique, et on a vraiment l'impression qu'elle hésite entre deux orientations, ou trois orientations, ou quatre orientations possibles. Je lis ce passage. « Je pourrais partir, enfiler mes vêtements, m'extraire silencieusement de cette résidence du quai François Ier et prendre la direction du phare. En 5 minutes, je serai chez moi. Enfin, chez moi, façon de parler. D'ici peu, les huissiers vont débarquer, saisir toutes mes affaires. Je pourrais m'enfuir, rejoindre une autre ville au bord de la mer, repartir à zéro. C'est ce qu'il faudrait. Il est 3h14. Je pourrais rester, prendre le petit déjeuner. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, comment allez-vous ce matin? J'étais ravie de faire votre connaissance. Oh, vous partez en voyage, très très bien, je pourrais.
Donc il y a vraiment aussi ce conditionnel obsédant. C'est pas le seul endroit, c'est l'endroit le plus caractéristique. Mais donc ça vous était venu avant d'avoir revu le film de Rohmer. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais c'est très juste. C'est comme si Rohmer lui-même n'était pas dupe du film qu'il faisait. C'est à chaque fois, il embraye sur une possibilité. Et on est dans la fiction, mais en même temps, on reste... on a quand même un regard critique dessus, ce qui n'empêche que les scènes sont tellement travaillées et les discussions entre les personnages, comme toujours, tellement fouillées que une fois qu'on est dans la scène, enfin, on est véritablement immergé. Ouais, j'aime bien ce double jeu, en vérité, de mise en perspective, de changement de focale en permanence. Oui, hier vous avez justement répondu aux étudiants du master en parlant du jeu, alors JEU, parce qu'il a beaucoup été question du pronom personnel aussi, hein, mais du jeu, donc de Mademoiselle, Bérénice, Blandine, etc. Et on a l'impression effectivement au début qu'elle a une grande latitude, qu'elle peut jouer avec le monde, qu'elle peut, comme elle dit, repartir à zéro. Et puis plus on avance, moins cette impression est confirmée. Et j'ai repéré 3 ou 4 fois le « je suis obligé de », y compris, on verra, de mentir. Hein, c'est une des questions que je vous poserai à tous les deux. Mais on a l'impression que petit à petit, l'éventail des possibles se referme et que le jeu, qui est léger au début, devient beaucoup plus tragique, comme le titre, en fait, semble l'indiquer aussi. Donc vous êtes de ces écrivains qui découvrent un peu le roman à mesure qu'ils l'écrivent. Je sais que c'est le cas aussi d'Yves Ravet. Vous planifiez pas tout avant. Le nom de Gu, en revanche, joue plutôt les effets de contrepoint avec le personnage de Sans état d'âme, puisque Gu est un personnage donc de truand et d'assassin d'ailleurs, mais avec un code de l'honneur extrêmement fort. Hein. Il va même s'évader pour faire éclater une vérité, etc. Or, le Gu, Gustave Leroy, donc d'Yves Ravet, n'a pas, comme le titre l'indique d'ailleurs, un sens de l'honneur extrêmement développé, on va dire. Sinon, je voulais vous demander dans quelle mesure vos lectures de romans policiers et puis les films policiers que vous avez pu voir ont influencé les derniers romans que vous avez écrits. On a eu déjà un peu la réponse à cette question hier pour Julie Hadec, qui a expliqué que pour elle c'était une tension entre deux pôles et que finalement le polar favorisait cette tenue d'une tension. Alors, je ne sais pas si vous avez si c'est le même recours pour vous, si le polar sert de véhicule à une tension ou si c'est un autre intérêt que vous avez pour. Bonjour. Là, je me sens dans un univers très familier quand Julie Hadec dit qu'un personnage ne doit pas être obligatoirement sympathique. Ça, c'est une première chose. Je trouve ça très beau. Et je comprends presque pas, je ne veux pas prendre le contre-pied, mais la question de la lecture du roman policier. Voilà. Il se pourrait même que je n'en ai jamais lu. Donc, ce que je veux surtout dire, c'est que si vous me posez la question des lectures et puis que ça puisse éventuellement refléter quelque chose et avoir un minimum d'intérêt, je pourrais simplement dire que moi je lis tout. Enfin, je lis toutes les sortes de littérature ou de documents et je ne suis pas spécifiquement un lecteur de romans policiers. Ah oui, je l'avais bien compris. Moi, je lutte sans arrêt en tant qu'enseignante, justement, contre la séparation entre littérature blanche et noire. Donc, je vous rejoins complètement de ce point de vue-là. Mais je me demandais s'il y avait, quand même, il y a Bambi-Bar, il y a Cutter, dans les tout derniers romans, Sans état d'âme, Enlèvement avec rançon. Il y a, surtout dans les derniers romans, quand même, cette tension. C'est pas du tout la même veine, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment la même veine, quand même, que les premiers romans avec moteur, etc., les personnages qui sont comme dans une logorée intérieure. Là, il y a quelque chose de plus dans l'action et en même temps pas du tout dans la psychologie. Et ça, c'est assez proche justement du dernier roman de Julie Hadec. La psychologie n'est pas du tout la priorité. Et il me semble que du coup, le lecteur a beaucoup plus de travail à faire, en fait. Parce qu'il a des actes, il a quelques paroles, mais il faut qu'il remplisse les trous, qu'il devine, et qu'éventuellement il construise, lui, un personnage que vous avez, vous, en tête, qui n'est pas donné d'emblée. Alors maintenant,
si je me place du point de vue de celui qui écrit, je vais quand même effectivement considérer qu'au départ, les choses se passent par rapport à des personnages qui entrent en jeu, qui apparaissent dans la pénombre d'abord et qui lentement se manifestent leur présence. Et c'est vrai que c'est aussi la première fois qu'on me fait la remarque que le personnage de Gustave Leroy, avec ce diminutif Gu, est tiré d'un roman policier, lui-même mis en film, effectivement. Et il est vrai que c'est à cet endroit-là que je suis allé le prendre. Et pourquoi je suis allé le prendre là ? Tout bêtement, parce que c'est le mot qui m'est apparu, quoi. Mais une fois que cette monosyllabe, quoi, le gu, apparaissait, j'éprouvais le besoin de lui donner un contenu, c'est-à-dire de lui donner une identité plus large, enfin plus forte. Donc c'est d'abord un diminutif, et puis ça devient un prénom et un nom. Ça peut être un diminutif, on m'a fait la remarque une fois que c'est un diminutif dévalorisant, parce que réduit à 2 lettres, quoi. Et je répondais là que c'était aussi un diminutif affectif, quoi. C'est-à-dire que, en définitive, donc moi je vais m'embarquer dans le roman, hein, en définitive, dans ma réponse, quoi, ce sont des personnages qui vivent relativement, ou même beaucoup, peut-être en vase clos, et dans une sorte de campagne semi-rurale, semi-industrielle, etc., avec un périmètre délimité, par exemple, par une frontière, par une ligne de peuplier, par des choses aussi communes, comme peut être commun à un champ de maïs, par exemple, ou une route nationale, voilà. Et donc, ces personnages qui vivent en vase clos se connaissent en définitive depuis l'enfance, et le diminutif peut apparaître, à mon avis, à mon sens, il avait une possibilité d'exister, voilà. Et c'est vrai que ça m'intéressait d'avoir simplement 2 lettres, mais ça c'est le jeu personnel, quoi. Oui, tout à fait. Et autrement, justement, vous parliez du décor de vos romans, et celui-ci nous emmène, j'avais l'occasion de vous en parler un petit peu en Ombre Blanche, il me semble qu'il nous emmène bien loin du Doubs, en fait. On se sent dans une atmosphère américaine. Moi, j'ai pensé sans arrêt à Hopper, pas seulement à cause du garage, parce qu'évidemment, à cause du garage, on voit la pompe à essence du tableau très célèbre de Hopper, mais même, il y a une ambiance américaine, avec les champs de maïs aussi, d'ailleurs. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai sans arrêt pensé à Faulkner, que vous aimez bien, je crois, d'ailleurs. Et ce qui m'intéresse aussi de ce point de vue-là, c'est une interview que vous avez donnée au Matricule des Anges, qui m'a vraiment, enfin, un propos qui m'a vraiment particulièrement intéressée et touchée, en fait, à propos donc de Lucky, le mal nommé, donc le personnage principal de Cutter. Vous avez dit Lucky est un panorama. Dans sa tête se déroulent des choses qui défient l'entendement, qui laissent place aux pulsions. Si je peux me permettre, je vous dirai une chose, j'aime Lucky, son idiotie, son intelligence, sa cruauté et ses affections. Vous me dites simple d'esprit, et ma pensée s'éclaire. Le paysage devient soudain plus doux. La douceur n'est pas forcément toujours au rendez-vous dans vos romans. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui est tout à fait lumineux dans Cutter, je trouve. Lucky pourrait être peut-être un petit frère de Benji dans Le bruit et la fureur. Et donc, ces idiots, entre guillemets, bien sûr, façon Shakespeare d'abord, et puis Faulkner, voire Dostoïevski, ont forcément un rapport à la réalité, déjà, toute bête, et puis au réel, façon Lacan et Dominique Bondu, un peu différent, forcément, hein, puisqu'ils sont décalés, donc s'ils ne sont pas dans le rationnel, il y a un panorama donc, sensoriel et affectif à suivre. Donc, pour vous, c'est un véhicule vers des profondeurs, peut-être. On ne reste pas en surface des choses grâce à eux. Le personnage ? Oui, de Lucky dans Cutter, par exemple. Bon, maintenant, avec les références qui sont données, on s'éloigne un peu du roman policier. Je veux dire que c'est simplement une question d'intrigue parfois, et puis la présence, effectivement, dès qu'il y a une histoire de meurtre et puis une enquête,
on est obligé, je le saisis très bien, qu'on est obligé de penser par catégorie, quoi, c'est-à-dire de classer les choses, etc. Maintenant, sur les personnages eux-mêmes, il se trouve que il s'agit pour moi de vous citer Lucky, qui est un enfant qui a peut-être un éventuel handicap mental léger, enfin possible, et qui n'a pas une vie facile, etc. Le personnage de Gustave Leroy, je l'ai laissé se développer un peu sur ce thème, quoi. C'est-à-dire que il m'est apparu que, quand je dis que je dois le remplir de sens, il m'est apparu que je devais mettre en place ce que je n'ai pas toujours fait, c'est-à-dire son enfance, à partir du moment où je considère, mais c'est un lieu commun, ça, que je vais dire, c'est qu'on est tous constitués par notre enfance. Là, on n'a pas avancé d'un centimètre quand j'ai dit ça, mais quand même, il y a quand même l'enfance. Et puis, il se construit progressivement dans la mesure où c'est quelqu'un qui est à charge. C'est-à-dire que je trouve que j'ai été un peu dur avec lui en le construisant. C'est-à-dire que ce personnage, dès les premières lignes, il est chargé, quoi. Premièrement, il est face à son père qui va mourir ou qui vient de mourir. Deuxièmement, il s'aperçoit que la maison dans laquelle il vit n'est même plus sa maison, qu'elle va être frappée d'alignement. On lui propose un logement ailleurs, le long du canal, ne serait-ce que la résonance du canal, c'est pas évidemment le plus exotique. Ensuite, il est amoureux d'une jeune fille, cette jeune fille est la fille de la patronne de son père, ça simplifie tout. Et en même temps, cette jeune fille est séduite par un touriste étranger. Et puis, ce touriste étranger, c'est un Américain. Je crois que c'est le sommet, quoi. Donc, je peux plus lui... il en a assez. Oui, et donc, une fois qu'il est chargé comme ça, je pense bien que si je lis un livre, quand je lis le livre et puis que je suis avec ce personnage-là, ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. Voilà. Donc, voilà. Oui, et donc on va justement reparler de ces personnages qui sont des victimes de la société. Il y a des points communs de ce point de vue-là aussi entre vos deux derniers romans. Mais on retrouve l'idée que finalement ils sont contraints par justement les événements, les gens autour d'eux, etc. Et du coup ils deviennent tous les deux des menteurs quand même, invétérés, récidivistes, éhontés, on va dire. Donc Julia en a parlé aussi un peu hier, du mensonge donc, dans Le Triangle d'hiver. Il y a aussi du mensonge dans Viviane Elisabeth Fauville. Et il y a beaucoup de mensonges dans vos romans, vraiment beaucoup. Et alors, il y a d'abord un mensonge trivial pour sauver sa peau dans les deux cas, dans vos deux œuvres. Julia, autrement, peut-être que le mensonge permet de construire autre chose. Peut-être qu'il n'est pas simplement... une façon de s'en sortir bêtement dans une situation où on est un peu coincé. C'est vrai que dans les deux livres, j'ai mis les personnages dans des positions où ils sont des situations où ils sont obligés de mentir. Parce que ils se présentent sous une fausse identité, consciemment ou... Enfin, oui, consciemment ou non, parce que Viviane Elisabeth Fauville, dans le premier livre, fait ça aussi, mais là, pour le coup, on ne sait pas très bien à quel point elle est consciente de la dissociation qui a lieu dans sa tête. J'ai pas tellement d'explications au-delà de ça, sinon que, pour moi, ce qui est quand même très, très agréable dans le fait d'écrire, c'est que c'est à peu près le seul lieu où on peut se permettre n'importe quelle transgression. Donc, je m'autorise à faire des choses à travers les personnages que je n'oserais jamais faire dans la vie, et tant mieux ou tant pis. Mais ouais, j'aime bien. Tant mieux pour les psychanalystes. Ouais. J'aime bien faire dérailler mes personnages, les faire mentir et leur faire des choses et vivre un petit peu cette vie de personnage par procuration. Ça veut pas dire qu'on peut leur faire n'importe quoi, en fait. Il faut les faire agir selon
selon leur propre logique. Donc ça, c'est assez long, en fait. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et sur lequel on n'a pas rebondi, sur le fait de planifier ou non les romans à l'avance. Moi, j'essaie sans arrêt de faire des plans parce que je me dis que ce serait plus simple. Ça éviterait de réécrire le livre 5 fois, de savoir dès le départ où est-ce qu'on... Enfin, je sais à peu près où je vais, mais je ne sais pas du tout les chemins que ça va emprunter. Donc, j'essaie de faire des plans et ça ne marche jamais parce que... c'est une logique complètement artificielle et finalement, tant que j'ai pas découvert où je voulais emmener le personnage à travers des scènes très précises, très concrètes, très matérielles, je peux pas imaginer de plan complètement théorique. Et c'est comme ça que le personnage se construit et que je découvre sa logique interne. Et à mesure que je fais ça, je découvre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc le mensonge, ça s'inscrit dans cette logique-là, mais qui est très... finalement, c'est ça le travail principal, c'est de découvrir les possibilités du personnage selon sa logique propre. C'est vraiment étonnant, parce que là, j'ai l'impression d'entendre Yves Ravet. Vous avez dit pratiquement mot pour mot la même chose à Ombre Blanche. Hein. Donc vous avez la même façon de travailler en suivant le personnage, en le découvrant, en voyant sa logique, et puis avec des choses qui vous font signe au passage, la relecture d'un livre ou un film ou un panneau. Dans votre cas, vous nous avez parlé d'un panneau qui vous avait ouvert la voie du cimetière américain et qui, voilà, donc un petit déclic qui permet d'avancer d'une manière naturelle, en fait, comme si le roman était un peu organique. Et dans le cas du triangle d'hiver, non seulement il y a la question du mensonge, mais on dirait qu'il y a aussi un rapport problématique à la mémoire, dans le cas donc, de Mademoiselle, donc on ne sait même plus comment l'appeler, et on dirait qu'elle cultive la perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé plusieurs passages, je vous en lis juste un. À mesure qu'il s'accoutume au paysage, l'esprit se tourne vers l'avenir, qui sous cet angle n'offre aucune aspérité effrayante, tout en étant rendu possible par l'immatérialité des mondes transportés par le train. Elle projette et elle oublie, la mémoire se remet à zéro. Donc on a une sorte de fantasme de reset total, ce qui est évidemment impossible, mais ça donne l'impression quand même d'un mal-être profond, comme si elle était fatiguée d'être elle-même. Et donc là, on commence à voir pointer quelque chose donc de plus tragique. Et donc je disais tout à l'heure que ces personnages qui mentent souvent, qui manipulent les autres, très consciemment, grâce à l'effet un peu de sous-conversation qu'il y a dans les romans de Julia Day, donc on voit très bien que le personnage profite de la situation dans certaines situations, pas avec l'inspecteur, mais avec le steward par exemple, ou avec, si on peut dire qu'il profite, mais quand même avec le surveillant de H&M, il y a un jeu, elle est très lucide, et elle n'est pas du tout embarquée par quelque chose de sensuel, encore moins de romantique évidemment, et elle a ce regard froid sur les autres qui apparaît entre parenthèses, donc chaque fois décortiquant la scène. Et elle-même se compare à un moment à une sorte de scanner. Elle dit qu'elle a regardé quels hommes en fait étaient possibles en gros au bar, et qu'elle en avait raté un, et tout d'un coup elle détecte, dit-elle, une voix masculine de côté. Donc ça pourrait rendre ces personnages un peu antipathiques, et de toute façon ça leur est égal qu'on les trouve antipathiques, vous l'avez compris, mais en fait ils apparaissent quand même surtout comme des victimes. Et donc on parlait un petit peu tout à l'heure du problème de la maison donc de Gu, qui est normalement vraiment la sienne, et qui risque d'être frappé d'alignement, mais c'est pas simplement le hasard, etc. Il y a vraiment toute une manipulation, pour le coup, de personnages beaucoup plus puissants. En particulier, si vous pouvez nous parler du personnage de Blanche, la mal nommée pour le coup aussi, donc son rôle dans le désarroi de Gu, qui est déjà, vous l'avez dit, assez total sans elle. Oui, elle ne fait qu'ajouter, voilà. Elle donne un contexte, voilà, puisque c'est la patronne de son père. Alors, dès lors si vous êtes avec une personne qui est votre voisine ou votre cousine ou la caissière du supermarché, ou alors quelqu'un qui est la patronne de votre père, c'est quand même un peu une relation qui est différente de des exemples que je viens de donner.
sur l'histoire du mensonge auquel elle participe dans une certaine mesure, il y a effectivement c'est quoi? C'est le mensonge de celui qui est mythomane, alors qui raconte tout le temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est pas vrai, c'est de la mythomanie. Mais ça arrive comme ça, quoi, presque gratuitement. Et vous avez le mensonge, si on parle en termes de mensonge, qui est nécessaire, qui est induit dès le départ. Et le personnage de Gustave Leroy, lui, il lui est nécessaire et vital de mentir. Il s'est mis lui-même dans une situation d'où il ne peut sortir que par le mensonge, c'est-à-dire par l'interprétation de faits qui n'existent pas. Et c'est là que je suis au moment du travail d'écriture pris dans un schéma, dans un engrenage que je suis obligé de vivre moi-même, c'est-à-dire qu'il y a une logique interne au personnage. Mais moi, j'ai aussi une logique qui est de maintenir une certaine vraisemblabilité, si on veut, qui me fait dire que il ne peut pas se permettre, admettons par exemple quand je dis il a commis l'irréparable, c'est pas page 17, il dit ce qu'il a fait, il est devenu un assassin. Dès lors qu'il est devenu un assassin, il est conduit à une certaine logique, et cette logique, elle est de nier le fait, ou du moins de se tirer de cette situation qui est de toute façon une situation dont il ne peut pas se tirer. Alors voilà, ça c'est... Et donc, je reviens en même temps, parce que je voudrais... peut-être un peu naïvement de ma part, hein, mais le dégager un peu. Effectivement, il y a la logique, qu'on va dire, la logique policière. C'est la logique de l'enquête, puisque lui, il est amené à enquêter, puisqu'on le charge d'enquêter sur un meurtre qu'il a lui-même commis. Non, mais attends, je suis pas en train de... Alors là, j'y vais clairement. Je l'annonce page 17. Je veux dire qu'il reste quand même il y a quand même... on va dire 426 pages, ce qui est déjà pas mal, hein. Il reste quand même quelques pages à lire. Donc, le propos n'est pas, encore une fois, dans une logique policière de savoir qui a tué, etc., et on le découvre à la fin. Le propos, c'est il tue, et puis comment il va s'en tirer. Mais c'est ça parce que ça, c'est plus fragile. Mais par exemple, on parlait de référence, mais moi, je vous cite un texte... dans lequel il y a cette logique de l'identification du meurtrier. Et puis, je vous cite par exemple Oedipe de Sophocle. Est-ce que c'est classé dans les romans policiers, quoi? Non, mais alors, donc moi, je ne suis pas libraire, je ne les classe pas du tout. Il y a des libraires qui le font. Hein. Mais ils sont obligés pour que les clients qui sont vraiment uniquement intéressés par le polar puissent foncer vers Je m'autorise à revenir là-dessus, mais voilà. C'est-à-dire qu'il est obligé, lui, d'identifier quelqu'un, et en identifiant le meurtrier, voilà. Oui. Mais il donne son nom. Quand j'ai parlé de polar, je ne pensais pas du tout au roman à énigmes, mais pas du tout. Non, c'est même pas... Sauf si on pense au meurtre de Roger Ackroyd à ce moment-là, puisque Agatha Christie, avant vous, puis maintenant je peux le dire, puisque vous l'avez déjà dit à tout le monde, fait raconter l'histoire par le meurtrier, qui a l'air de se poser beaucoup de questions, mais qui est peut-être l'assassin. Évidemment, là, on marche jusqu'au bout. Alors que vous nous donnez quand même très vite des indices. Dès la première page, moi, je m'étais dit, oula, c'est un peu louche cette histoire, avec Stéphanie, qui était son grand amour, etc. Et cet Américain, là, qui vient tout perturber dans sa pauvre vie. Américains. Voilà, c'est toujours la faute des Américains. Partout donc, dans le monde. Donc maintenant que vous le savez, donc il n'y a pas simplement deux menteurs, il y a aussi des crimes. Commis, on va dire, pour pas en dire quand même beaucoup plus, on va pas tout raconter, mais non, donc justement, l'idée de mettre en scène le meurtre d'un psychanalyste, est-ce que ça vous est venu pendant vos études de psychologie, comme vous aviez l'air de le suggérer hier? Je sais pas, ça m'est venu dans un éclair et j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée. En fait, ça me faisait rire parce que j'ai une espèce d'attirance, d'obsession pour la psychanalyse depuis très très longtemps. Cela dit, depuis la parution du livre, ça m'a vraiment passé. Donc c'est bien, ça fait un truc en moins. Mais donc c'est quelque chose qui m'attirait énormément au point que
en même temps que j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis inscrite en fac de psycho et j'envisageais de devenir psychanalyste. Donc voilà, il y avait ces deux réorientations professionnelles possibles, psy ou romancière. Et en même temps, j'ai toujours eu un petit peu de résistance vis-à-vis des catégories extrêmement rigides avec lesquelles travaillent les psychanalystes, hein, parce que c'est ce que je... Enfin oui, je pourrais parler de psychiatrie ou de psychologie, mais bon, c'est quand même ce qui m'intéressait davantage. Donc voilà, il y a toutes ces espèces de lieux communs qu'on retrouve dans la pensée et le langage commun, comme tu es le père, tu es la mère, faire son deuil. Enfin voilà, c'est des termes qui ont été inventés par Freud et qui ont tout d'un coup un succès incroyable. Enfin, faut croire qu'on avait besoin de ces termes-là. Mais bon, j'étais aussi agacée par cette espèce de retour permanent, enfin comme si c'était la seule issue possible. On est toujours renvoyé à ces termes qui finalement ne veulent plus rien dire. Et je me suis dit, mais tu es le père, d'accord, mais pourquoi pas tu es le psy, et pourquoi pas le faire de manière extrêmement littérale, c'est-à-dire avec un couteau de cuisine, par exemple. Donc j'étais assez enchantée par mon idée, mais j'étais enchantée par mon idée parce que c'était purement symbolique. Enfin, c'était symbolique pour moi. J'avais jamais entendu parler d'un fait divers réel. Pour moi, tuer un psy, c'était vraiment le non-sens absolu. Enfin, le psy, il est formé pour... J'allais y venir. Voilà, j'allais y venir. Pour moi, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Parce que tout le cadre, le contexte est fait pour que ça n'arrive pas. Enfin voilà, la formation du psy, elle est là pour encadrer la folie théoriquement. Mais bon, on n'est en effet pas à l'abri d'un accident. Et ce qui s'est passé, c'est que 5 jours avant la sortie du livre, fait divers... à Paris, dans un contexte, mais il y avait énormément de détails matériels qui rappelaient la scène du livre. Et alors là, j'étais consternée parce que moi, j'aurais jamais écrit ça si j'avais pensé que ça pouvait se produire en réalité. Et là, j'ai eu un moment vertigineux, très 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 angoissant. Pour tout dire, c'était pas le point de vue de l'éditeur. Hein. Force est de reconnaître que certaines personnes ont parlé du livre dans les médias parce qu'il y avait une conjonction assez surprenante entre la réalité et la fiction. Mais bon, moi, ça m'a pas tellement fait sourire, ouais, sur le moment. Enfin, celui qui a été assassiné était peut-être moins mauvais que le vôtre, parce que le vôtre, il attire un peu les couteaux de cuisine. Non, mais en même temps, enfin, je nie pas ce qui s'est le fait divers à Paris. C'était un schizophrène qui était visiblement dans un état de crise aiguë et qui aurait dû se trouver en hôpital psychiatrique à ce moment-là. Mais on sait très bien quelles sont les difficultés actuelles de la psychiatrie. Il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux, donc on essaye de mettre les gens dehors le plus vite possible avec des espèces de thérapies cognitives. Enfin là, je ne suis pas du tout en train de nier ça. Et j'étais très angoissée au moment de la sortie du livre par le fait qu'on pouvait me mettre dans la catégorie des gens qui ont écrit le livre noir de la psychanalyse ou des critiques de Michel Onfray qui n'étaient pas encore parues, je me souviens plus. Parce que pour moi, c'est pas une charge contre la psychanalyse non plus, c'est une espèce de reflet de mon attraction-réaction pour la psychanalyse qui a duré très longtemps. Oui, je pense qu'on voit... Tu es le père, tu es la mère. Freud, c'est pas tu es la réalité. Oui, oui. C'est un fantasme. Oui, il y en a qui le font en vrai. Oui, non, mais elle l'a dit. Oui, non, juste pour préciser, le principe du livre, c'est de mettre en acte quelque chose qui est envisagé de manière symbolique par les psychanalystes. Et en fait, on voit bien à la fin
Enfin là, je ne pense pas que je gâche la lecture aux autres, pour en parler français. Mais en fait, on voit bien à la fin, justement, de Viviane Elisabeth Fauville, qu'elle est peut-être sortie un peu tôt. Vous avez dit hier que vous avez vraiment une aversion pour l'expression flou artistique. Donc si vous avez choisi le mot flou comme dernier mot du roman, c'est sûrement pas de manière floue. Vous avez dû le calculer. Et le fait qu'elle berce son enfant un peu vers le bas, etc., c'est un petit peu troublant quand même pour les mamans, en tout cas. Donc on a l'impression d'une fragilité encore très grande de cette femme. Et autrement, là, vous venez de parler de vertige. Et en lisant le roman, c'est un peu ce que les étudiants disaient d'ailleurs hier en vous parlant. On a souvent cette impression de perdre pied, de vertige. Alors moi, j'ai pas la même sensation. Le bébé, pour moi, au contraire, il est très, c'est une encre. Il est vraiment très présent. Et au contraire, c'est peut-être grâce à cette petite fille, on a l'impression qu'Elisabeth pourrait s'en sortir, même si l'espoir est pas immense. Hein. Elle est là, elle est du bon côté de la vie, elle babille, elle fait tout ce qu'elle peut pour communiquer, etc. Et c'est plutôt Elisabeth qui a des problèmes justement de plus en plus évidents, et elle est de plus en plus dans le flou. Mais il y a aussi toute une construction, je vais dire peut-être un gros mot, mais un peu baroque dans votre roman, avec des effets d'écho, entre les ports industriels, entre les deux femmes. Mais même, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était l'histoire des carnets. À un moment, l'héroïne va fouiller la chambre de l'inspecteur et elle trouve un carnet illisible, parce que visiblement on a pleuré dessus. Et ensuite, lui commet le même viol de l'intimité et il lui reproche violemment de n'avoir pas écrit, d'avoir juste barbouillé des hiéroglyphes sur un papier. Donc il y a vraiment sans arrêt des échos et du coup, effectivement, la solidité manque. Et ça revient un petit peu aussi à la question de l'architecture que je voulais aborder avec vous de ce point de vue-là. En fait, dans les deux derniers romans, il y a cette impression de construction à côté ou sur un passé qui est complètement traumatique. Donc, même si Yves Ravet a eu l'idée du cimetière américain en voyant une pancarte, nous a-t-il dit à Ombre Blanche, c'est évident qu'ensuite ce cimetière prend une place énorme dans le roman. Et en fait, dans le cas des romans de Julia Deck et surtout dans Le Triangle d'hiver, on a ces villes qui sont construites sur des endroits complètement détruits par la Deuxième Guerre mondiale. Donc dans les deux cas, il y a la Deuxième Guerre mondiale qu'on a essayé plus ou moins de camoufler, mais qui est là et qu'on ne peut pas effacer. Donc on a bien senti aussi hier votre ambivalence par rapport à l'architecture de la reconstruction. Vous avez dit que vous l'admiriez et puis qu'elle avait des côtés extrêmement humains, etc. Mais à vous lire, on a aussi parfois l'impression que c'est un peu camouflage aussi, hein, d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus troublant dessous qui n'a pas été complètement cicatrisé, même s'il y a eu cette construction pour les gens, en leur donnant peut-être une meilleure parfois condition de vie. On sent que c'est pas cicatrisé en fait. Dans le cas de Sans état d'âme, je cite le moment où Gur rencontre Mike. Donc, pour ceux qui ont oublié un petit peu ou qui n'ont pas complètement fini la lecture, Mike, c'est le frère, donc c'est un Américain aussi, c'est le frère du disparu. Et donc, il rencontre celui qui est chargé de l'enquête et qui, vous l'avez donc compris, est aussi l'assassin. Donc, c'est une situation un petit peu particulière. Donc, c'est bien dans ce village qui est déjà un petit peu américanisé, je trouve, par l'esthétique, mais là, carrément, dans le cimetière américain, puisque le mort était un jeune homme un peu frivole, un dandy un peu, mais le vivant est un être qui réfléchit sur l'histoire, qui étudie, etc. Et probablement, dit-il, si son frère s'est arrêté là, c'est en gros à cause de lui, hein, parce qu'il lui avait parlé de la mort de leur grand-père. Il a dit que John était venu ici attiré par la nouveauté avant tout. Il voulait refaire sa vie dans un autre pays. Mais vous avez raison, c'est moi qui lui ai demandé de faire un détour et de s'arrêter ici. D'ailleurs, même s'il ne m'en a pas parlé, je suis certain qu'il est venu se recueillir sur la tombe. L'unité de mon grand-père a stationné dans le coin, quelque part par là. À un endroit de ce paysage, il a combattu une unité allemande et perdu la vie. Mike a vaguement esquissé un geste de la main, les alentours du cimetière, comme si son grand-père venait tout juste de mourir. Bon, il y a déjà quelque chose d'un peu paradoxal, évidemment, dans ce jeune Américain qui vient trouver du nouveau, en fait, dans le vieux monde. Mais en fait, en plus, il est renvoyé complètement à un passé
familial, et puis bien plus que ça, évidemment, collectif, traumatique, alors qu'il venait chercher de la nouveauté. Oui. Donc, est-ce que le cimetière américain a joué aussi de ce point de vue-là sur les personnages? La relation avec l'individu, enfin, si on parle de... En fait, on a parlé beaucoup là d'introspection, c'est-à-dire ce qui est individuel, l'entrée psychanalytique dans un individu. Je pense aussi que cette introspection, elle est collective. Et là, ça me fait dire que, sans m'amuser à dire comme ça des généralités, mais la notion d'histoire, avec un grand H, le passé collectif, je crois, surgit en principe partout, quoi, dans l'écriture d'un roman. Parce qu'on transporte avec soi quelque chose ce qui est justement dans l'ordre de la psychanalyse, la relation avec les parents, etc. Donc avec leur propre passé, avec leur propre contexte historique, etc. Et tout ça s'est transporté au moment de l'écriture. Moi, par exemple, dans le Triangle d'hiver, moi, dans la description... dans les très belles descriptions architecturales liées à effectivement la reconstruction, le Havre, des villes bombardées, mais aussi l'apparition d'architectes, ou de gens comme Perret, etc., qui posent des vraies questions d'esthétique et aussi de fonctionnalité, etc. Je me dis, c'est quand même lié à des périodes par exemple à celle-ci, qui est celle de la reconstruction. Voilà. Et donc, quand mon personnage... surgit. Moi, je suis dans une phase d'écriture parce que j'aime toujours me situer par rapport à ça, parce que dans le fond, c'est difficile de commenter son propre roman. Enfin, en plus, j'annonce tout de suite, page 17, il y a ci, il y a ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'écriture elle-même, j'ai un moment où je suis en grosse difficulté parce que j'ai mon personnage qui effectivement est en train de mystifier son entourage, c'est-à-dire de dire ben non, j'ai pas fait ci alors qu'il l'a fait, ou j'ai fait ci alors qu'il l'a pas fait, etc., etc. Donc on est dans ce que vous avez appelé le mensonge. Et à un moment donné, les choses tournent sur elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais presque résolu le truc, et ça devient assez peu intéressant, quoi. Et je note quand même une chose, effectivement, c'est que ce personnage américain que j'ai décrit et qui n'existe plus, non seulement il n'existe plus, mais on ne sait rien de lui. On ne sait rien de lui. Donc, si on ne sait rien de lui dans le roman, eh bien, moi, je sais tout. Je peux tout savoir. Je peux tout dire puisqu'on ne sait rien. Et donc, j'annonce, apparaît, au détour du travail, ou de la pensée, ou de l'angoisse, surtout, parce que je suis en train de me dire que mon roman, il est râpé, et puis que et ça, c'est vrai, quand on ne peut plus continuer un roman, il faut quand même l'arrêter, pas la peine. Et donc, je suis là, et c'est vrai qu'apparaît cette idée, j'ai eu l'occasion de le dire comme ça de temps en temps, l'idée d'un cimetière américain. Le cimetière américain, ça fait bien partie de notre paysage. Dans la mesure où, moi, le paysage que je décris là, c'est le trajet qui me conduit de Besançon, où j'habite, à La Haye, où je vais de temps en temps, et je passe entre Nancy et Épinal, voilà, il y a des pancartes comme ça, et le cimetière américain, c'est assez étonnant, quoi, parce que ça veut dire qu'il n'y a que des Américains dedans, donc ça renvoie quand même, je pense à la bataille des Ardennes, mais il y a aussi 14-18, mais surtout, là, on s'arrête au contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le principe, c'est qu'avec ça, j'ai un élément qui me permet de fouiller, d'utiliser ce contexte, ce fait historique qu'est la Seconde Guerre mondiale, la résistance, etc., etc. D'autant que mon personnage culpabilisateur, là, qui s'appelle Gustave Leroy, il est lui-même petit-fils de résistants, quand même. Donc j'ai tout à disposition, en fait. Et je me rends compte que c'est ça, on écrit dans le noir, et d'un seul coup, on ne sait plus où on va, donc on arrête, on se dit, ça y est, c'est fini. Et d'un seul coup, il y a peut-être une petite lueur, et d'un seul coup, le paysage peut s'éclairer. Mais ça, c'est parce qu'on refuse de voir l'histoire. Il faut accepter de voir l'histoire. Il faut accepter que des résistants ont empêché, ont fait fuir l'armée allemande,
bon, avec toutes les difficultés que les historiens ont pu noter, bien entendu, mais il faut aussi accepter que c'était des Américains, enfin, etc. Donc j'ai ce personnage qui arrive et je vais le construire. Oui, oui. Alors Gu, fils de résistant, alors que l'autre Gu était fils de collabo d'une certaine manière, puisque Giovanni a un passé de collabo. Mais bon, ça ne va pas plus loin de ce point de vue-là. Oui, Giovanni a un passé de collabo, mais je le sais, je cherche pas, mais c'est Didier Deninx qui m'en avait parlé une fois de ça. Et ça m'avait beaucoup intéressé, mais ça ne m'a pas empêché, enfin, donc il me l'avait dit, j'ai l'information, ça ne m'a pas empêché, parce qu'il y a eu 2 versions en film. Oui, oui. Il y en a une où Gustave Leroy, c'est Lino Ventura. Voilà, c'est le premier de Melville, voilà, qui est vraiment un très beau film. Oui, les deux sont, et comme vous dites, qui s'échappent de prison, enfin, etc. Voilà. Moi, j'ai fait un routier. Mais bon. Pour revenir au Havre, ça paraît bien pour la fin. En fait, c'était une citation donc, du Triangle d'hiver que je voulais donner. Je voulais savoir, le quai de Southampton, c'est bien pas très loin du musée d'art moderne qui est si magnifique, mais où il y a les petits boudins. Le musée est à l'angle du quai de Southampton et du quai François Ier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc hier, on a parlé des tableaux dans la lecture musicale. Effectivement, la manière dont l'héroïne perçoit les tableaux dans les vaches de boudin, donc dans ce vraiment merveilleux musée. Mais c'est vrai que c'est un endroit sans végétation du tout. Moi, ça m'avait quand même... Il y a toute l'harmonie que vous décrivez, et la recherche, c'est un grand architecte, mais cette absence totale de végétaux... il ne voulait pas d'arbres. Perret avait dit expressément qu'il ne voulait pas qu'on mette des arbres devant ces barres de béton, parce que ça allait gâcher la vue sur le béton. Donc, en effet, le Havre n'était pas réussi, du tout planté. Hormis... il y a la place de l'hôtel de ville, il y a un très bel hôtel de ville qui date des années 50 aussi. Enfin là, pour le coup, il y a une recherche architecturale dans la qualité, la couleur du béton, l'agencement général. Enfin, c'est vraiment un édifice remarquable. Et là, il y a 2-3 petits carrés de pelouse. Ouais. Bon, mais sinon, le Havre, non, il n'y a pas d'arbre. Il y a une expo Bernard Plossu en ce moment au Havre, non? Une très belle exposition. Il faut que je retourne au Havre. C'est un grand photographe, Plossu. Parce que moi, je pensais que vous étiez à Vraise au départ, et puis après, je vous ai entendu dire hier que vous avez découvert le Havre en y allant pour les repérages. Et votre image mentale du Havre coïncidait, c'est ça, avec ce que vous avez découvert? À vrai dire, j'avais été faire un repérage à Saint-Nazaire. J'avais un projet de nouvelle. Je voulais que ça se passe à Saint-Nazaire, et j'ai été fascinée par la base sous-marine. Il y a 5 bases sous-marines en France qui ont été construites par les Allemands, donc pour abriter leur flotte de sous-marins. Et c'est des constructions hallucinantes. Enfin, oui, ça paraît... c'est des masses de béton énormes. C'est complètement surdimensionné, et c'est évidemment des symboles de l'occupation extrêmement oppressants. Mais ces bases, on ne peut pas les détruire, parce que pour les dynamiter, ça supposerait de dynamiter aussi la ville à côté. Donc on est obligé de faire avec. Oui, non, c'est vrai, c'est vraiment indestructible. Alors que le béton est un matériau assez fragile, assez friable, donc les armatures rouillent, enfin voilà, mais la structure est indestructible. Et du coup, j'étais vraiment happée par ce paysage, et je me suis dit que j'allais faire j'allais chercher d'autres villes reconstruites. Et pour le coup, au Havre, c'est l'architecture de la reconstruction qui m'a beaucoup intéressée. Parce que la reconstruction de Saint-Nazaire n'est pas particulièrement fabuleuse. Oui, et vous avez parlé, il y a quand même une superposition à Saint-Nazaire pour l'infrastructure ferroviaire. Vous dites qu'elle est construite, qu'elle est assez médiocre, qu'elle est construite par-dessus une infrastructure ancienne qui a été détruite. Donc on a aussi cette impression quand même de superposition de strates, et l'histoire est vraiment toujours là, et le gouffre est toujours là en fait. Donc je voulais lire ce passage qui m'avait aussi beaucoup frappé. Au premier carrefour, elle tourne dans la rue de Paris, ainsi nommée car bâtie sur le modèle de la rue de Rivoli. Il y a tout de même des différences, et effectivement, quand vous énumérez ce qu'on vend dans la rue de Paris, on voit qu'elle est assez loin de la rue de Rivoli. Ensuite, vous continuez. Les perpendiculaires à la rue de Paris forment avec cette dernière un quadrillage régulier, selon le truc orthogonal propre aux villes bâties sur un champ ras. Pas une ferme isolée devenue hameau, puis village et ville,
mais un ensemble édifié sur une surface nue, une plaine, un désert, ou après destruction totale de l'ancien, suite à un bombardement par exemple. Et donc là, on saurait mieux dire, à mon avis, la construction qui est édifiée vraiment sur un gouffre, hein, mémoriel en particulier. Ceux qui vont, l'histoire, elle gît là, et pas si loin que ça, et rien ne peut l'empêcher de faire retour à tout moment, ce qui donc fait une transition tremplin vers la table ronde de demain. Donc je vous remercie beaucoup, Yves Ravet et Julie Adet. Merci à vous.